Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la vaccination. Je commence par les objectifs du cours. Premier objectif, c'est de se rappeler sur les bases immunologiques de la vaccination. Deuxième objectif, c'est de distinguer les différentes classes des vaccins. Troisième objectif, c'est d'apprendre les mesures de précaution dans la pratique vaccinale. Et dernier objectif, c'est de connaître le programme élargi de vaccination et le calendrier vaccinal algérien. La vaccination représente une démarche thérapeutique dont son but est de stimuler le système immunitaire du sujet par l'introduction d'un agent immunogène spécifique. Cet agent immunogène s'appelle vaccin. Donc, le vaccin se définit comme étant une préparation antigénique, purifiée, dérivée ou proche de l'agent infectieux qui est introduit dans l'organisme d'un sujet réceptif à une maladie donnée, provoque chez lui une réaction immunitaire protectrice. Donc, on vaccine le sujet pour les protéger contre une maladie bien définie. Cette protection peut être soit par neutralisation ou élimination de l'agent infectieux. Pour le sérum ou sérothérapie, on apporte directement des anticorps pour neutraliser rapidement l'agent pathogène. Et donc, sérothérapie, ce n'est pas vaccination. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une immunisation passive. Et pour cette raison, il faut savoir différencier entre l'immunisation passive et l'immunisation active d'un sujet. Pour l'immunisation active, le sujet réceptif produit ses propres anticorps. Les anticorps produits suite à l'introduction d'un vaccin ou bien suite au contact avec un agent pathogène, viral ou bactérien, donc suite à une infection. L'action, elle est décalée dans le temps, donc pour donner le temps à produire les anticorps. Et la durée d'action, elle est prolongée parce que le système immunitaire du sujet, il est stimulé. Donc, il y a des cellules qui vont garder en mémoire cette composante antigénique de l'agent pathogène. L'immunisation passive, le sujet reçoit des anticorps venant d'un autre sujet. Donc, on va introduire directement donc, des anticorps, une concentration d'anticorps. Ça se voit en cas de sérothérapie, donc injection de sérum, par exemple une sérothérapie antirabique. Et en cas de transfert des anticorps maternels, ça c'est une forme d'immunisation passive. Cas de l'immunisation passive durant la vie intra-utérine à travers le passage des anticorps d'origine maternelle via le placenta. Et c'est le cas aussi de l'allaitement maternel, dont le lait maternel est riche en anticorps protecteurs d'origine maternelle. La sérothérapie se caractérise par une action immédiate, ça c'est une immunisation passive, donc le sérum va éliminer rapidement, bien les anticorps vont éliminer rapidement l'agent pathogène, celui-là, et la durée d'action elle est plus limitée. Pour cette raison, on doit compléter si on veut protéger un sujet par une vaccination. Quels sont les objectifs de la vaccination? On vaccine chaque enfant pour le protéger, donc c'est une protection individuelle vis-à-vis d'une maladie qui pourrait être grave par sa forme sévère avec risque élevé de mortalité ou risque de séquelles définitives. La vaccination est un moyen de protection collective contre les maladies de transmission interhumaine. Et donc, plus notre taux de vaccination est élevé, plus notre protection collective sera meilleure. Et donc, on pourra éviter la survenue de grandes épidémies. Le dernier objectif est économique parce que pour l'État, il coûte plus cher de prendre en charge une maladie, notamment en cas de grande épidémie, que de la prévenir. Un petit rappel d'historique me paraît valeureux pour connaître l'origine de la vaccination. L'histoire de la vaccination remonte au XVIIe siècle, dont le premier exemple d'immunisation humaine était la lutte contre la variole, qui représentait à l'époque une maladie virale épidémique grave et mortelle qui s'exprime par une pustuleuse généralisée avec une fièvre importante et un taux de mortalité très élevé, qui est lié aux surinfections cutanées surtout et aux complications viscérales, notamment cardiaques, myocardite, surtout et neurologiques. Alors, plusieurs essais ont été testés afin de protéger l'être humain contre cette maladie. Citons comme exemple le dépôt de pus d'isquam variolique sur la muqueuse nasale des enfants dans la Chine, inoculation sous-cutanée intradermique de pus variolique desséché dans certaines régions de l'Europe et en Afrique.
Au XVIIIe siècle, Edward Jenner, qui est un médecin de compagnie anglais, avait constaté que les fermières en contact direct avec le virus de la variole des vaches ne contractent jamais de variole bovine. Donc, variola vaccina, vaccine du latin vaxa, vous voyez, c'est ça l'origine de la nomination vaccin. Vous voyez la photo du Jenner. En 1798, Jenner a injecté la vaccine d'origine bovine à un enfant âgé de 8 ans pour le protéger contre la variole. C'était avec un très grand succès. Donc, Jenner avait conclu à l'atténuation des virus par passage d'une espèce animale à une autre. Poursuivons notre histoire de vaccination. Au 19e siècle, c'était l'ère du français Louis Pasteur. Louis Pasteur a commencé ses travaux sur le rôle des microbes dans les maladies infectieuses. Il a isolé le staphylocoque en 1878, le strepton en 1879. Il a arrivé à créer un vaccin atténué contre le choléra des poules juste après. Voilà la photo de Louis Pasteur. En 1881, Louis Pasteur a énoncé ce principe important en matière de vaccination qui dit que les virus affaiblis ayant le caractère de ne jamais tuer, mais de donner une maladie avec forme atténuée. C'était le début de ses recherches sur la vaccination humaine. Louis Pasteur est biologiste. Ses travaux étaient auparavant tous destinés aux animaux et pour arriver à convaincre les médecins à l'époque, il commençait ses travaux sur le virus de la rage et il arrivait à l'isoler, le purifier, l'inactiver durant cette époque-là. En 1885, c'était la production du premier vaccin humain à virulence diminuée contre la rage par Louis Pasteur. Juste après, Louis Pasteur a été sollicité par des chercheurs multispécialisés des différents pays afin de poursuivre ses travaux sur la vaccination humaine. Donc, en collaboration avec ces chercheurs, il avait continué ses travaux avec la fondation de l'école Pasteur dont tout le monde connaît le nom. Au XXe siècle, c'était la poursuite par fabrication des différents vaccins, BCG en 1921, la diphtérie en 1923, le vaccin antitétanique en 1924, l'antipolio en 1954, etc. Et c'était de très grands succès pour la vaccination humaine. En 1974, l'OMS a déclaré l'éradication mondiale de la variole. L'OMS a conçu le programme élargi de vaccination en 1974 pour le lancer en 1977 en ayant comme objectif une couverture totale mondiale en 1990. L'Algérie a adhéré à ce programme en s'en inspirant pour définir son calendrier vaccinal propre à lui. Le programme élargi de vaccination est dirigé contre 8 maladies évitables qui sont la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole, l'hépatite virale B et l'infection par l'hémophilus influenzae du groupe B. Notre pays a connu une évolution notable concernant le nombre de vaccins assurés par notre calendrier vaccinal gratuitement. Citant en 1969 le Déticoque et l'antituberculeux BCG. En 1985, introduction du vaccin anti-rougeoleux, suppression de l'antivariolique après éradication mondiale de la variole. En 1997, les rappels pour l'anti-rougeole, le Déticoque polio. En 2007, l'introduction du vaccin anti-hémophilus influenzae du groupe B. En 2014, l'introduction de l'antipolio injectable, le ROR et l'antipneumocoque appliqués depuis 2016. Troisième chapitre, base immunologique de la vaccination. Alors, comme vous savez, il existe deux types d'immunité. Il y a l'immunité non spécifique qui fait intervenir les cellules phagocytaires, le complément et les différents médiateurs chimiques, et l'immunité spécifique qui nous intéresse en matière de vaccination et qui fait intervenir le groupe des lymphocytes T et B. Et elle possède deux caractéristiques principales qui sont la spécificité et la mémoire. Alors,
Cette immunité spécifique peut être à médiation humorale ou bien à médiation cellulaire. Pour l'immunité à médiation humorale, elle fait intervenir les lymphocytes B transformés en plasmocytes qui vont produire des anticorps spécifiques. Les anticorps spécifiques vont neutraliser ou éliminer l'agent infectieux. L'immunité spécifique à médiation cellulaire fait intervenir les lymphocytes T. Il y a les lymphocytes T helpers, les lymphocytes T cytotoxiques qui vont agir soit par cytotoxicité directe ou indirectement en libérant des cytokines. Cette réponse immunitaire pourrait être mixte qui fait intervenir à la fois les lymphocytes B, les lymphocytes T helpers ou bien les lymphocytes T entre eux. Alors, il faut apprendre cette notion de réponse primaire et secondaire en matière de vaccination, qui représente une base importante, surtout pour les rappels des vaccins. La réponse primaire se définit comme étant la réponse immunitaire à un premier contact avec l'antigène. Les anticorps produits souvent sont de type IgM. La réponse secondaire se définit comme étant la réponse ultérieure à une nouvelle introduction de l'antigène. C'est une réponse qui est plus rapide, qui est plus ample et qui est plus durable dans le type d'anticorps et de type IgG. Alors, je passe à la classification des vaccins. Le vaccin est purifié à partir d'un agent infectieux connu qui a une capacité d'induire une réponse immunitaire adaptative capable de protéger l'individu contre cette infection. Nous avons deux classes de vaccins. Vous avez les vaccins inactivés ou tués ou inertes et les vaccins vivants atténués. Dans cette première classe des vaccins inactivés, on distingue les vaccins complets où l'agent bactérien, par exemple la bactérie de la coqueluche ou virale entier, par exemple le virus de la rage ou le virus de la poliomyélite, est seulement inactivé par formaline ou propionolactone pour le vaccin de l'hépatite A. Donc, on l'injecte la bactérie ou bien le virus complet après affaiblissement ou bien après avoir l'inactivé par ces procédés. Deuxième sous-classe est représentée par les fractions antigéniques ou sous-unités vaccinantes. Dans ce cas-là, il y a une partie du virus ou bien une partie de la bactérie qu'on doit injecter au sujet réceptif. Alors, cette partie peut être représentée par les particules virales des ABT, par exemple pour l'HBS d'origine sérique, une amatoxine DT, par exemple l'antidiphthérique, l'antititanique, ou bien l'antigène capsulaire, par exemple pour les saccharides pour des pneumocoques, du méningo ou hémophilus, ou membranaire, par exemple pour l'ancien vaccin de l'hépatite virale B. Je vous rapporte quelques vaccins de cette classe qu'on utilise dans notre calendrier vaccinal en citant la vaccination antidiphtérique, antititanique, anticoquelucheuse. Généralement, ce sont des vaccins associés dans le même flacon. Il y a le DT-seul, il y a le DT-coque, il y a le tétracoque. Ce sont des vaccins sensibles qui nécessitent une température de plus 4, plus 8 degrés. On les donne bien sûr en IM ou par voie sous-cutanée. Commençons par l'antidiphtérique. C'est un vaccin à base d'anatoxine. Il y a comme incident un risque d'hyperthermie, donc une fièvre, voire rarement une réaction allergique qui est exceptionnelle. Pour le vaccin antititanique, c'est un vaccin à base d'anatoxine. Il est disponible seul ou en association. Seul, il est indiqué chez la femme enceinte à raison de 2 doses à 1 mois d'intervalle avant 7e ou 8e mois, puis rappel chaque 5 ans afin de prévenir le tétanos néonatal. Il est indiqué aussi en cas de plaie tétanogène et il a une très bonne. Pour l'anticoquelucheux, c'est un vaccin bactérien inactivé, donné par voie IM ou sous-cutanée, seul en association avec les autres vaccins. Comme incident, donc l'hyperthermie, parfois les cris persistants, convulsions fébriles, encéphalite post-vaccinale, voire choc anaphylactique exceptionnellement. Pour l'antipolio injectable, c'est un vaccin viral complet, trivalent, qui contient les 3 types de virus, le type 1, 2 et 3, sous forme inactivée, présent sous forme de flacon multidose. Il est sensible à la chaleur, il doit être gardé à l'abri de la lumière. Il est contre-indiqué chez les enfants allergiques à la néomycine. Il est utilisé dans notre calendrier vaccinal depuis le 24 avril 2007.
Pour le vaccin anti-hémophilus influenzae du groupe B, c'est un vaccin polysaccharidique donné comme les autres en IM sous-cutané. Il a comme incident hyperthermie, rarement réaction œdémateuse des membres inférieurs. Le vaccin anti-pneumocoque, c'est un vaccin polysaccharidique à 13 valences. Avant 2016, on donnait le vaccin anti-pneumocoque, c'est le pneumo 23, seulement aux malades à haut risque d'infection sévère à germes encapsulés à pneumocoque, donc notamment les enfants splénectomésie, les enfants drépanocytaires qui ont une asplénie fonctionnelle, les enfants atteints de déficit immunitaire, les insuffisants respiratoires chroniques, les insuffisants cardiaques chroniques, les syndromes néphrotiques sous immunosuppresseurs ou corticothérapie à forte dose, etc. Depuis le 24 avril 2016, ce vaccin fait partie de notre calendrier. Deuxième classe des vaccins est représentée par les vaccins vivants atténués. Dans ce cas-là, l'agent infectieux est atténué par différents procédés de culture, par exemple le BCG, le vaccin antipolio oral type Sabin, le ROR. Alors, ce vaccin reste capable le virus ou bien la bactérie reste capable de se multiplier chez l'hôte naturel où elle créera une infection inapparente ou atténuée. Ce vaccin a des avantages qui sont, alors l'immunisation qui est plus proche de l'immunité naturelle. Lorsqu'on donne le virus ou la bactérie, ça va entraîner une réponse qui est un peu similaire par rapport à l'infection en elle-même. Une dose unique généralement suffisante. Il a comme inconvénient ce risque infectieux, donc il n'est pas dépourvu du risque infectieux tels que la réversion du virus de la polio orale, la BCG généralisée pour le BCG, etc. Mais ces risques sont très faibles. Je vous cite quelques vaccins vivants atténués, commençant par le BCG, bacille de Calmette et Guérin, d'origine bovine. Il se présente dans des flacons multidoses, 10, 20, 50, se conserve pendant 12 mois, plus 4 degrés, à l'abri de la lumière. Le solvant doit être réfrigéré 48 heures au moins avant son mélange. Une fois reconstitué, il doit être utilisé dans les 2 heures. Alors, c'est le seul vaccin qu'on donne par voie intradermique au niveau de la face antéro-externe de l'avant-bras gauche. La désinfection avant vaccination doit se faire à l'aide de l'éther, jamais à l'alcool. Et la dose, elle est à raison de 0,05 ml pour les moins de 1 an et à raison de 1 ml pour les plus de 1 an. Pour la population cible, on vaccine systématiquement tous les nouveau-nés viables, quel que soit leur poids de naissance, ainsi qu'aux prématurés. On vaccine tous les enfants non porteurs de cicatrices à l'âge de 6 ans durant la visite systématique en milieu scolaire. Pour l'évolution de la lésion vaccinale, il y a la formation d'une papule dans la demi-heure qui suit l'injection, puis nodule induré et rouge vers la 3e semaine. Fustulisation centrale du nodule vers la 6e semaine. Et vers la 10e semaine, il y a la formation d'une petite croûte qui apparaît puis tombe. Quelques semaines plus tard, dévoilant cette cicatrice indélébile. Alors, il faut connaître quelques incidents liés à cette vaccination par le BCG. Il y a des incidents qu'on considère parfois graves. L'adénite axillaire, par exemple, c'est une inflammation importante du ganglion axillaire qui est plein de calcium. La BCG peut être localisée ou généralisée. La BCG localisée, c'est une abscédation locale avec formation d'un abcès plein de calcium qui nécessite d'ailleurs des drainages itératifs, voire injection de l'isoniazide in situ, même pour l'adénite axillaire. Il y a un risque d'ostéite, il y a un risque de lupus, érythème nouveau qui sont très rares. Et ce risque de BCG généralisé, c'est une forme grave qu'on voit surtout chez les malades atteints de déficit immunitaire. C'est une forme qui nécessite une prise en charge spécialisée. Pour l'efficacité de ce vaccin, il protège il a une protection de 50%. Il protège surtout contre les formes graves de tuberculose, notamment la méningite et la miliaire tuberculeuse. Pour le
le vaccin anti-poliomyélite oral, ce vaccin est un vaccin vivant atténué, donc on le donne à raison de 2 gouttes directement sur la langue. C'est le vaccin le plus fragile dans notre calendrier vaccinal algérien. Il est très sensible à la chaleur. Il doit être utilisé dans les 3 heures après ouverture du flacon. Il doit être conservé à l'abri de la lumière, même durant la séance de vaccination. Il aura comme suite vaccinale exceptionnellement d'authentiques paralysés qui peuvent se voir. Donc, c'est très rare comme incident post-vaccinal. Pour le vaccin anti-rougeole et le vaccin ROR, là où il y a une association de l'anti-rougeoleux, l'anti-ourlien et l'anti-rubiolique, on avait auparavant le Rouvax seul. Maintenant, on utilise dans notre calendrier vaccinal algérien le ROR qui doit être conservé donc dans une température de +4, +8. Il peut être conservé au congélateur. Il est sensible à la lumière. Il doit être utilisé dans l'heure qui suit l'ouverture du flacon. Le ROR maintenant représente un vaccin obligatoire dans notre calendrier vaccinal depuis le 24 avril 2016. Alors, quelles sont les précautions à connaître pour vacciner un enfant? Je commence par la voie d'administration des vaccins. Alors, la voie parentérale et la voie courante, notamment la voie intramusculaire et sous-cutanée pour la majorité des vaccins. La voie intradermique par injection, scarification, inoculation percutanée produit une stimulation immunitaire intense, mais la dose du vaccin inoculé reste difficile à quantifier. La voie muqueuse serait en principe la voie la plus appropriée aux vaccins vivants atténués des infections des voies respiratoires et digestives. C'est le cas du vaccin antipolio oral. Toujours en matière de précaution d'emploi des vaccins, alors la chaîne du froid. La chaîne du froid doit être connue et respectée. La chaîne du froid se définit comme étant une série d'actions qui garantit la conservation efficace du vaccin depuis sa production jusqu'à son utilisation au niveau des unités de vaccination. Donc, l'utilisation impérative des vaccins doit se faire avant la date de péremption et la dénaturation du vaccin peut être influencée par la chaleur, par la congélation, surtout pour les vaccins inactivés ou par la lumière. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier les conditions de conservation de chaque vaccin. Les vaccins doivent être transportés et stockés entre +4 et +8 degrés Celsius en utilisant les moyens suivants, les chambres froides, le réfrigérateur, les glacières pour le transport, les portes-vaccins, etc. Le rangement dans le réfrigérateur doit être respecté en commençant par les vaccins les plus sensibles à la chaleur, donc le ROR, l'antipolio sous le freezer, l'antipolio oral, BCG, antihépatite dans l'étage en dessous et Deutecoq Hémophilus antipneumo dans l'étage plus bas. Toujours en matière de précaution d'emploi et de réaction vaccinale, je passe aux réactions vaccinales des différents vaccins. Alors, chaque vaccin après son injection pourra entraîner des effets secondaires ou bien des réactions vaccinales. Il y a 2 types de réactions vaccinales. Les réactions vaccinales précoces locales, telles qu'une douleur au niveau du point d'injection, une inflammation locale qui est bénigne, ou générale à type de fièvre, qui sont observées lors de l'utilisation des vaccins bactériens ou d'anatoxines, et surtout pour la fièvre concernant le Deutecoq. Des réactions tardives peuvent apparaître après l'injection des vaccins viraux vivants, fièvre et parfois éruption, 5 à 7 jours après la vaccination par le vaccin anti-rougeole, des arthralgies après la vaccination par le vaccin anti-rubiolique. Pour les réactions vaccinales, il y a des incidents qui doivent être déclarés, citant le nodule sous-cutané pour le vaccin antidiphtérique, antititanique et anticoquelucheux, c'est très important. Il y a les BCG, le risque de BCG sous-cutané avec parfois adénite axillaire qui sont couramment signalés, qui doivent être déclarés. La BCG localisée, elle est plus bénigne que la BCG généralisée. Il y a des convulsions hyperthermiques, le syndrome de cri persistant après l'inoculation du vaccin anticoquelucheux qui doit être déclaré aussi. Il y a les arthralgies qui peuvent survenir après la vaccination anti-rubéole. Pour les accidents qui représentent de loin les réactions vaccinales les plus graves, ce sont des événements graves en rapport avec l'inoculation des vaccins qui sont
exceptionnelles et très rares, mais doivent être déclarées au service de vaccinovigilance. Citons le choc anaphylactique immédiat, qui est exceptionnel. Citons les accidents neurologiques, notamment encéphalopathie précoce après le vaccin anticoquelucheux, ou retardé après le vaccin contre la rougeole, d'autres troubles neurologiques pour le vaccin anti-rougeole, type myélite, névrite post-vaccinale qui sont tardives de mécanismes immunologiques et doivent être déclarés. Citons les BCG généralisés qui sont graves, les vaccins cutanés généralisés chez les atopiques. Alors, c'est quoi la vaccinovigilance? La vaccinovigilance, c'est un service qui assure les activités en rapport avec la détection, l'évolution, la prévention et la communication des effets secondaires ou toute autre question concernant les vaccins et la vaccination. Pour cette raison, devant tout accident ou incident des différents, ce qui fait suite à un vaccin, on doit le signaler au service de pharmacovigilance spécialisé dans la vaccinovigilance. Passons aux contre-indications des vaccins. Alors, les contre-indications des vaccins sont devenues extrêmement rares. Il y a deux situations qui méritent d'être individualisées, celle de l'enfant immunodéprimé et celle de la femme. Alors, pour l'immunodéprimé, les vaccins inactivés ne sont pas contre-indiqués. Au contraire, on peut craindre seulement que le vaccin soit moins efficace chez les patients sous immunosuppresseurs ou corticothérapie à forte dose, chimiothérapie, etc. Et les vaccins vivants sont contre-indiqués lors des phases d'immunodépression profonde, que ce soit chez un enfant atteint de déficit immunitaire congénital ou acquis, ou bien chez un enfant qui reçoit une chimiothérapie, un traitement immunosuppresseur, une corticothérapie à très forte dose, etc. Quant à la femme enceinte, le BCG et les vaccins viraux vivants sont contre-indiqués de principe chez la femme enceinte. Le vaccin anti-rubéoleux ou le vaccin contre la fièvre jaune, tout particulièrement de crainte d'une embryophotopathie. Cependant, aucune pathologie congénitale consécutive à une vaccination n'a jamais été rapportée. Leur inoculation par inadvertance ne justifie pas un avortement. Quelles sont les fausses contre-indications des vaccins? Alors, les épisodes infectieux mineurs, tels qu'une angine, une simple bronchopneumopathie, une simple bronchite virale, ne sont pas des contre-indications. Au contraire, on traite symptomatiquement l'épisode infectieux mineur. Juste après avoir baissé la température, on pourra vacciner l'enfant. L'asthme n'est pas une contre-indication. L'eczéma atopique n'est pas une contre-indication. Les dermatoses chroniques, les affections chroniques cardiaques, respiratoires, rénales, hépatiques, les séquelles neurologiques, le diabète, la malnutrition, la prématurité, toutes ces situations-là ne sont pas des contre-indications aux différents vaccins. Pour les enfants allergiques, certains vaccins sont cultivés sur l'œuf de poule, notamment le rare. D'autres contiennent des traces d'antibiotiques. Et pour cette raison, en pratique, il ne faut jamais vacciner l'enfant allergique en poussée. Il faut lui mettre ce traitement antihistaminique pendant une durée minimale de 10 jours. Il faut toujours pratiquer une épreuve de tolérance avant la vaccination de l'enfant. Passons au programme élargi de vaccination et calendrier vaccinal algérien. Quels sont les objectifs du programme élargi de vaccination? Les objectifs du programme élargi de vaccination sont de réduire la mortalité et la morbidité des maladies contrôlables par la vaccination. C'est de réduire et d'éliminer les maladies contrôlables par la vaccination, notamment la tuberculose, la rougeole, la coqueluche, la diphtérie, la polio et l'hépatite virale B, et de maintenir un taux de couverture au-dessus de 80% pour couper la chaîne de transmission. L'objectif aussi, c'est d'éradiquer la poliomyélite, d'éliminer le tétanos néonatal et d'éliminer. Quant à la stratégie du programme élargi de vaccination, il y a tout un programme élaboré par l'État pour respecter les différentes directives afin de réussir la réalisation pratique du programme de vaccination. Le premier volet, c'est l'organisation du calendrier vaccinal au niveau de l'unité sanitaire de base afin d'assurer la gratuité des soins, suivi régulier du statut vaccinal des enfants, principalement les moins d'1 an, au niveau des PMI, des consultations de médecine générale, la tenue du carnet de santé de l'enfant depuis la naissance à l'âge adulte et surtout la captation active des naissances par coordination maternité APC unité de base.
Deuxième directive, c'est la réduction des taux d'abandon par la captation des abandons, convocation, organisation des séances de rattrapage de la vaccination à domicile ou au niveau de l'unité de base, organisation de campagnes de vaccination à niveau régional et même national, et l'extension de la vaccination au milieu scolaire et universitaire. Troisième directive, c'est le respect de la chaîne de froid qui garantit un vaccin efficace. Formation de ressources humaines, évaluation périodique des taux de couverture par type de vaccin et éducation et sensibilisation de la population qui est capitale. Alors, je termine par notre calendrier vaccinal algérien. Ça, c'est le calendrier de l'année 2016, et pour le calendrier, vous voyez, 2018, dans ce calendrier, à la naissance, on doit donner le vaccin BCJ, l'anti-hépatite virale B. À 2 mois, vous voyez, on a l'antidiphtérique, l'antitétanique, l'anticoqueluche associé. Vous avez aussi l'anti-hémophilus B, l'antipolio injectable, l'anti-hépatite virale B et l'antipneumocoque 13. À 4 mois, on a l'antidiphtérique, l'antitétanique, anticoqueluche, anti-hémophilus B, antipolio injectable, anti-hépatite virale B, anti-pneumocoque 13 et antipolio par voie orale. Donc, ils ont rajouté l'antipolio par voie orale par rapport à 2 mois. À 11 mois, on a le ROR. À 12 mois, on a le rappel du 4e mois. À 18 mois, on a le ROR. À 6 ans, on a l'antidiphtérique, antitétanique, anticoqueluche pédiatrique et l'antipolio injectable. Entre 11 et 13 ans, on a l'antidiphtérique et l'antitétanique. Donc, le antidiphtérique antitétanique. Entre 16 et 18 ans, l'antidiphtérique antitétanique adulte. Et après, chaque 10 ans, antidiphtérique antitétanique, ce qu'on appelle le DT chaque 10 ans. En conclusion, la vaccination n'est pas une mesure individuelle, mais c'est un acte qui concerne l'ensemble de la collectivité. La vaccination permet la protection de l'individu contre les maladies infectieuses avec amélioration remarquable de l'état de santé de la population. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions et de les envoyer par mail selon l'adresse mentionnée sur la première diapo.